Bonsoir, bienvenue vers l'Orient compliqué. Je volais avec des idées simples, disait hier Charles de Gaulle. Rien n'est simple dans cette région du monde en pleine transition. 32 minutes pour expliquer, décrypter, informer, vous donner toutes les clés, ou presque, pour mieux comprendre le Moyen-Orient, mais aussi le Maghreb, dans toute leur complexité. Et puis, parce qu'il est trop souvent question de mort dans cette partie du monde, on parlera des vies, celles des habitants de cette région, qui ne se résument pas au dernier soubresaut du conflit syrien, ou encore à la dernière vidéo mise en ligne par Daesh. Voilà donc ce qu'on tentera de faire chaque semaine avec toute la réduction du Mag Orient et Lise Barenbaum qui sera tous les jeudis à mes côtés. Sans plus tarder, au sommaire de cette première édition. Arabie Saoudite, Iran, le choc des titans. Après 12 jours de crise diplomatique, les deux grands rivaux, sunnites et chiites, se dirigent-ils vers l'affrontement direct? On en débattra avec nos deux invités à Paris et à Tel Aviv pour la première partie de l'émission. Deuxième partie, Tunisie. 5 ans jour pour jour après la chute de Ben Ali, la start-up de la démocratie arabe a-t-elle tenu ses promesses? L'occasion de parler cinéma avec Lise Barenbaum pour la sortie en salle tunisienne d'À peine j'ouvre les yeux, le premier long métrage de la cinéaste tunisienne Leila Bouzid. 12 jours que ça dure, après l'exécution d'un dignitaire chiite par l'Arabie Saoudite, la crise refuse toujours de désenfler entre ces deux grands rivaux, sunnites et chiites, qui s'affrontent déjà par procuration, vous le savez, sur différents théâtres. Alors sont-ils au bord de la guerre totale? Quel impact sur la sortie de crise en Syrie, mais aussi sur le cours du pétrole et sur la guerre contre Daesh? On va en débattre avec nos invités, mais pas avant l'entrée en matière de David Gomba. C'est un gros nuage qui plane sur les relations entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. 2 janvier 2016, le cheikh Al-Nimer, figure de la contestation chiite en Arabie Saoudite, est décapité. Une exécution qui attise les tensions déjà vives entre le royaume wahhabite et l'Iran. Côté iranien, la réponse ne se fait pas attendre. Le soir même, une foule en colère se réunit devant l'ambassade saoudienne à Téhéran. Des cocktails Molotov sont lancés, une partie du bâtiment s'enflamme, la représentation saccagée. Une quarantaine de personnes sont arrêtées et le régime dénonce. Mais l'affront est insupportable pour Riyad. Elle annonce la rupture de ses relations diplomatiques et rappelle son ambassadeur sur le champ. Liban, Bahreïn, Irak, rapidement l'indignation gagne les autres pays à majorité chiite. Téhéran annonce un embargo sur les produits saoudiens, les liaisons aériennes sont interrompues. Au Yémen, où les deux puissances s'opposent par procuration, l'ambassade saoudienne a été pilonnée. Les Saoudiens sont responsables, accuse-t-on à Téhéran. Il y a un message fort envoyé à l'Iran. Les pays arabes n'acceptent pas les actes hostiles qu'ils commettent. Côté diplomatique, la Ligue arabe a condamné fermement les positions iraniennes. Aux côtés de Riyad, les Émirats arabes unis, Djibouti, la Somalie et le Soudan rappellent eux aussi leurs ambassadeurs en Iran. En Occident, on s'abstient de prendre parti et en Chine, on appelle à l'apaisement. À Riyad comme à Téhéran, personne ne semble réellement vouloir une confrontation directe. À propos de la guerre froide, Raymond Aron parlait justement d'une paix impossible et d'une guerre improbable. Je vous vois sourire, Mazel. Bonsoir, Hasni Abidi en direct de Paris. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du CERMAM, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen. Vous êtes l'auteur, entre autres, Le monde arabe, entre transition et implosion, aux éditions Éric Bonnier. Puis bonsoir, Zvi Mazel. Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en Égypte et en Suède, également chercheur au JCPA de Jérusalem, le Centre des affaires publiques et de l'État. Vous venez de signer une tribune dans le Jérusalem Post. Vous expliquez que cette nouvelle flambée de violence entre Arabie Saoudite et Iran prend source dans une très vieille haine. Hasni Abidi, ma première question est pour vous. Est-ce que vous pensez, comme Raymond Aron, que la paix est impossible, mais que la guerre est improbable entre l'Arabie Saoudite et l'Iran? Disons que la guerre a déjà commencé, mais elle a commencé par d'autres moyens, c'est-à-dire une guerre où il y a des sous-traitants, il y a des acteurs, on voit bien le soutien iranien à certains acteurs au Yémen et au Liban, mais aussi au régime syrien. L'Arabie Saoudite, elle le fait de même dans les mêmes pays. Mais la paix impossible, c'est-à-dire que nous avons deux pays qui cherchent à avoir un rôle de leadership, mais cette région, elle est trop étroite pour supporter deux chefs. Et je dirais que
que l'Arabie Saoudite est habitée par 3 sentiments. Le premier sentiment, c'est le sentiment de déception totale. La politique étrangère d'Obama est un désastre dans la région. Le deuxième élément, c'est bien sûr l'inquiétude de voir qu'à ses frontières de l'Est, elle est menacée. Et dans certains pays aussi, on voit bien, par exemple, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe au Yémen, au Bahreïn. Et donc, il y a une inquiétude sur sa sécurité elle-même, puisqu'elle abrite 20%, ou disons 20% de sa communauté est chiite. Et le troisième élément, c'est l'impatience de voir les Iraniens aujourd'hui pousser après la réhabilitation par Obama et la communauté internationale de l'Iran, sans que vraiment l'Iran cède sur l'essentiel. Et ça inquiète l'Arabie Saoudite. Elle a décidé donc de prendre son destin en main. Et cette décision, bien sûr, elle passe par cette friction, par cette tension avec Téhéran. L'Iran, c'est autre chose, parce que les Iraniens aussi ont leurs problèmes, puisque vous le savez, l'Iran, il y a une république à l'intérieur de la république, donc Khamenei ou la garde, elle est beaucoup plus puissante que Rouhani, qui essaie de distribuer des sourires, mais finalement, il n'a pas vraiment donc une influence sur les vrais décideurs en matière de politique étrangère, qui eux ne sont pas très enthousiastes. Alors peut-être, Hasni Abidi, c'est d'être fort. Peut-être Hasni Abidi que le guide suprême iranien a une influence en tout cas sur les sentences divines, puisqu'il a dit que l'Arabie Saoudite serait châtiée. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des représailles de l'Iran, Ziv Mazel, ou bien est-ce qu'on est plutôt vers une sorte d'accalmie entre les deux grands rivaux? Probablement il n'y aura pas de guerre, parce que l'Iran ne peut pas se permettre de faire ça, ni l'Arabie Saoudite. Mais seulement, ils vont rester dans un état de crise encore très très longtemps. Parce qu'écoutez, en ce qui concerne l'Iran, l'Arabie Saoudite, elle est l'arch-ennemi de ces régimes depuis l'arrivée au pouvoir de Khomeini en 1979, n'est-ce pas? Et il a décidé de chiiser le Moyen-Orient, n'est-ce pas, d'imposer les régimes d'ayatollahs chiites islamique, surtout le Moyen-Orient, et puis aller vers le monde entier, ça, on peut le trouver partout. Et alors, il a pu faire pas mal de choses, comme a dit notre ami à Paris, donc avoir une alliance avec la Syrie, créer les Hezbollah, et influencer l'Irak, et aussi attaquer d'une certaine façon l'Arabie Saoudite par le sud, par le Yémen. Donc l'Arabie Saoudite est encerclée. Moi, j'attendais depuis longtemps que l'Arabie Saoudite agissent, parce qu'elle ne peut pas se permettre d'être encerclée comme ça et ne rien faire. Il fallait quand même donner un certain avertissement à l'Iran. Et je crois que l'exécution de Nimr al-Nimr était justement ça. Ça suffit. Alors, actuellement, l'Iran comprend que l'Arabie Saoudite a quand même, c'est un pays relativement plus faible que l'Iran, mais qu'elle est résolue à répondre. Donc, mais puisque l'Iran est déjà et a déjà plusieurs fronts, n'est-ce pas? Et au Liban, et en Syrie, et en Irak, il ne peut pas se permettre encore de faire une guerre frontale avec l'Arabie Saoudite. Merci Zvinzel. Lise, oui. On va passer à la question de l'internaute, parce qu'elles sont nombreuses ce soir. C'est une question qui est posée, je crois, à Hasni Abidi. Oui, tout à fait. En fait, j'ai choisi la question de Laurent à Paris, qui se demande si cet affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran va profiter à Daesh. Alors, monsieur Abidi, je me tourne vers vous. On sait que Daesh est dans une mauvaise passe, mais le fait que deux si grandes puissances se déchirent, est-ce que cela peut ouvrir une brèche pour l'organisation djihadiste? La voie est royale pour Daesh, mais disons que les deux pays n'ont jamais été sincères et sérieux dans la lutte contre Daesh. Donc les Iraniens, ils sont aussi gagnants pour eux, donc de voir Daesh qui menace des puissances sunnites. Et bien sûr, l'Arabie Saoudite, elle sait que bien sûr, vaincre Daesh, c'est laisser la place à des milices chiites et à laisser la place surtout aux Iraniens dans un territoire qui est très important pour les Saoudiens, qui est l'Irak. Donc la lutte contre le terrorisme, ou disons contre Daesh, évidemment, elle faiblit avec cette querelle entre les deux protagonistes. Alors, dans cette nouvelle crise que traversent l'Iran et l'Arabie Saoudite, que viennent donc faire les questions religieuses, sunnites, chiites, aux origines du schisme? C'est David Gombin qui nous met les idées au clair. C'est probablement la succession la plus controversée au monde. En cette année 632 à Médine, dans l'actuelle Arabie Saoudite, le prophète Mahomet vient de s'éteindre. Problème, il n'a désigné aucun successeur de son vivant. Déjà, on se déchire pour prendre la relève. Les deux prétendants, Ali le gendre et Abou Bakr, le compagnon de route. Certains voudraient privilégier le lien du sang. Ali, le gendre du prophète, serait donc le successeur naturel. Ses partisans, ce seront les futurs chiites. D'ailleurs, Shia en arabe veut dire le partisan. D'autres voudraient voir la tradition l'emporter, les futurs sunnites. Abou Bakr, le plus fidèle ami du prophète, doit donc lui succéder.
OPA réussi pour Abou Bakr qui devient calife. Son empire s'étend du désert de l'Arabie et jusqu'à la plaine du Nil. Ali n'abandonne pas et deviendra lui aussi calife quelques années plus tard. Chiite contre sunnite, partisans contre traditionalistes, Empire ottoman versus Empire perse, Arabie saoudite contre l'Iran. Ce schisme embryonnaire va dicter les conflits du monde musulman pendant 14 siècles. Bref, une dispute bien plus politique et dogmatique que théologique. Alors, Zvi Mazel, ce conflit, selon vous, est plus politique ou religieux? Le fond est complètement religieux, Actuellement, bien sûr, il y a une crise politique. Alors, il y a les deux. Mais il faut comprendre quelque chose de très profond. Puisqu'on nous a mis à la source, n'est-ce pas? Alors, il faut dire que le prophète Muhammad, au début, a compris qu'il ne pouvait pas unir les tribus arabes. Il n'y a pas un peuple arabe, il y a des tribus arabes. Il y a des grandes familles élargies qu'on appelle la Sha'r en arabe. Et à un moment donné, quand il est arrivé à Médine, pour faire la paix entre les tribus arabes, il a compris que c'était impossible. Alors il a dit, ok, je comprends, vous allez quand même faire une certaine paix, mais vous serez tous unis dans l'islam. L'islam va vous unir, on va créer les frères, vous serez tous frères musulmans. Alors, union frères musulmans, ou désunion, il n'a pas réussi. Union ou désunion, cette zizanie justement entre religionnaires et musulmans, elle porte un nom dans l'islam, la fitna. Qu'est-ce que la fitna? On a posé la question cette semaine dans l'œil de l'expert à l'imam de Drancy, Hassan Chalgoumi. Voilà. La fitna, elle a plusieurs sens. Le premier sens, c'est, on dit la séduction. Fitna, ça veut dire tentation, comme la fitna de l'argent, de la femme, de ce bas monde. Ça, c'est un sens. L'autre sens aussi, le fitna, c'est la zizanie, la division. La fitna, dans la Ummah, c'est quelqu'un qui ramène une chose qui divise, qui commence à diviser les gens. Ça, on appelle aussi une source de fitna. Dans le Coran, la fitna la fitna, il est plus fort, il est plus grave que l'assassinat. Pourquoi? Parce que par l'intermédiaire de la fitna, on peut mettre des guerres civiles et des victimes. Et c'est là le sens de la fitna. Il est souvent un sens très très péjoratif et négatif. Et cette inimitié entre frères musulmans fait-elle le jeu d'un autre acteur important du Moyen-Orient, Israël? Lise, les ennemis de mes ennemis sont-ils mes amis? Alors, Zvi Mazel, vous allez peut-être pouvoir répondre. On sait que les Saoudiens et Israël n'ont toujours pas digéré le rapprochement de l'Iran et des États-Unis depuis l'accord sur le nucléaire. Est-ce qu'on peut envisager une alliance aujourd'hui entre Riyad et Jérusalem? C'est vrai que du point de vue politique, vous avez parfaitement raison. Et l'Arabie saoudite et Israël se trouvent au même camp face à l'Iran. Mais étant donné l'hostilité des bases de l'islam envers Israël, et étant donné que l'Arabie saoudite est le gardien des liens saints, n'est-ce pas, et aussi wahhabistes, des liens saints de l'islam, et aussi wahhabistes qui est un islam extrêmement rigoureux, je ne vois pas bientôt, n'est-ce pas, à court terme, une alliance ouverte. Il y aura probablement des conversations. Alors on va laisser Hasni Abidi répondre aussi. Il n'y aura pas quelque chose de sûr. Est-ce que vous y croyez à cette alliance ad hoc entre l'Arabie saoudite et Israël pour contrer l'Iran, évidemment? Non, d'abord, si vous permettez, j'ai appris ce soir que la fitna, c'est la séduction. Plus sérieusement, non, la fitna, comme vous le savez, c'est plutôt la discorde. Et le deuxième élément, sur votre question, on sait tous qu'il y a des pourparlers entre certains pays du Golfe et, bien entendu, Israël. Israël, bien sûr, a pointé le doigt, à mon avis, à raison d'ailleurs, hein, sur les menaces, ou disons que c'est-à-dire les non-assurances données par les Iraniens avant de passer à la fin des sanctions, qui doivent d'ailleurs intervenir le 15 janvier. Et c'est ça qui irrite non seulement Israël, mais les pays de la région. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a un Iran qui est très ambitieux, qui va au-delà de ses limites, alors imaginez un Iran qui sera complètement donc affranchi de toutes ces sanctions économiques et financières et politiques. Et donc, c'est bien sûr, ça fait craindre l'Arabie saoudite, mais aussi Israël, parce que cette question-là n'a pas été résolue par ni les Nations Unies, ni les Américains. Alors la transition est parfaite, Hasni Abidi. Comment, c'est une question que je vous pose à tous les deux, comment on explique justement, peut-être par ces intérêts économiques dont vous parlez, Hasni Abidi, la timidité des chancelleries occidentales? On déplore, on est profondément concerné, mais rien de plus. Zvi Mazel.
En ce qui concerne l'Iran, vous voulez dire? L'Iran et l'Arabie Saoudite. Personne n'a condamné, personne ne tente de jouer les médiateurs pour le moment. Les puissances occidentales, à commencer par Obama, l'Amérique, et à finir en passant par la France, l'Angleterre, on laissé tomber le Moyen-Orient. Il y a plus de présence sérieuse, n'est-ce pas, qui peut influencer ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Alors, ils disent non, on ne sait pas quoi faire. Ils disent n'importe quoi, ils disent des choses très jolies, agréables, mais il n'y a pas un levier, ils n'ont pas de levier d'échanger, de faire quelque chose. Bien sûr, la force la plus importante, c'était l'Amérique. Mais du moment qu'Obama a décidé, dès son premier mandat, de quitter l'Irak et se dégager de l'Arabie du Moyen-Orient et ne pas intervenir en Syrie, c'est la fin de l'Amérique ici, pour l'instant. Merci Hasni Abidi, merci Zvi Mazel depuis Tel Aviv. C'est la fin de la première partie du Mag Orient. On se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas.